Nous sommes avec Joachim Tavares, qui est le fondateur et dirigeant de Papy Happy. Bonjour Joachim. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Papy Happy? Bien sûr. Moi, je suis Joachim Tavares, donc je suis le fondateur de Papy Happy. Papy Happy a un peu plus de 4 ans et notre vocation est d'accompagner les seniors dans la recherche d'un logement qui se veut adapté et qui correspond à leurs besoins et à leurs envies. Et ça passe très simplement par la plateforme, donc qui est papyhappy.fr, où dessus, en fonction de là où tu es, tu vois ce qu'il existe. Et ensuite, on accompagne les personnes comme le ferait un agent immobilier, où on va, avec eux et pour eux, trouver la meilleure solution de logement en fonction de là où ils sont ou là où ils souhaitent aller. D'accord. Donc c'est très simple et voilà. Quand tu dis logement, est-ce que c'est tout type de logement? T'entends quoi par logement? Oui, c'est tout type de logement. Alors nous, sur le site, on a référencé tout le logement collectif, donc les EHPAD, les résidences à les seniors, les résidences autonomie. On essaie de mettre aussi les béguinages, les solutions faites par des bailleurs sociaux, des familles d'accueil, des colocations. Et ensuite, en fonction, encore une fois, c'est important, mais de ce que cherche la personne, parce que souvent, ils savent pas ce qu'il existe. Et souvent, ils réfléchissent en fonction de leur capacité physique et souvent, ils oublient leur envie, en fait. Et ce qu'on D'accord. cherche, c'est que les gens en fait, trouvent un logement dans lequel ils soient bien. Et c'est pas parce que tu as 80 ans que tu dois pas choisir là où tu veux vivre en fait. D'accord. Quand tu dis senior, en fait, pour les seniors, c'est qui sont les seniors qui s'intéressent, qui vont sur ton site et qui recherchent un logement? On aide tout en fait. On a genre les jeunes seniors qui, arrivés à 70-80 ans, euh, peuvent réfléchir à un logement un peu plus sécurisé ou un logement dans une ville parce qu'ils sont à la campagne. Et ensuite, on a une population de gens qui nous contactent. Souvent, pour le coup, là, ce sont des aidants ou des enfants pour leurs parents qui sont à la recherche d'un EHPAD. D'accord. Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Quand tu dis, par exemple, pour les logements, pour les EHPAD, c'est pas les personnes de plus de 80 ans qui vont aller sur le site, c'est leurs enfants ou l'entourage. Ouais, on en a quand même quelques-uns, mais c'est plutôt rare de geeks à 90 ans qui nous appellent en nous disant tiens, j'ai vu ça. Mais souvent, effectivement, ce sont les enfants, les proches, ou parfois un voisin qui se dit bah tiens, donc oui, c'est pas la personne âgée. Et de plus, souvent à cet âge-là, c'est pas des gens qui sont fans d'Internet et c'est pas eux de leur propre chef qui vont aller sur le site. D'accord. En quelques chiffres, le site, l'activité. Le site, c'est par mois, c'est quasiment 200 000 pages vues. C'est plus de 30 000 personnes qui vont sur le site. Après notre activité, on a une activité par rapport aux professionnels sur le site et par rapport aux particuliers. Les particuliers, les chiffres, c'est des conventionnements et des partenaires comme Groupama Paris-Val de Loire. On vient d'avoir notre première délégation de service public avec une ville en France où on va compléter l'offre de la ville, du CCAS et du département. Et après, on a bon nombre de clients privés. Et donc, ça fait sur les 11 000 résidences en France, on en a entre 15 et 20% qui sont maintenant clients de chez nous avec des référencements premium, je dirais. Et les particuliers, c'est plus de. Cette année, je pense que malgré le Covid, on va dépasser la centaine de personnes accompagnées en France cette année. D'accord. Qu'on comprenne bien les activités. Au démarrage, enfin déjà, entre parenthèses, en fait, ouais, au démarrage, Papy Happy était un site qui référençait d'abord les établissements comme les EHPAD. D'accord? Oui, mais dès l'ouverture de Papy Happy, il y avait les EHPAD, mais il y avait aussi les résidences services seniors, en Bien sûr. fait. Oui, d'accord, bien sûr, d'accord. Ensuite, quand tu passes de là explique-nous comment tu passes de là à délégation de service public. Comment on fait Bah, ça passe surtout par le conseil qu'on a prodigué dès le début. Et surtout, en fait, on a réussi à avoir notre première délégation de service public, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, euh, par rapport à des valeurs qu'on affiche et par rapport à une façon de travailler. Où la transparence et l'égalité entre différents acteurs du logement fait on n'est pas, on a un modèle économique qui nous permet d'être indépendant et qui nous permet de nous positionner en fonction de la qualité de la structure et non pas parce qu'on va toucher des commissionnements ou des rétrocessions suite à une D'accord, recherche. d'accord. Et c'est ça qui plaît actuellement et c'est ça qui va nous faire signer d'ici quelques semaines d'autres contrats avec des acteurs de ce type-là parce qu'on est plutôt loyal et réglo dans notre façon de faire. Et du fait d'être labellisé par exemple, par Bureau Veritas nous apporte beaucoup parce que d'une, on a leur confiance
Et de deux, ça permet d'être totalement transparent dans la façon de travailler. Donc, c'est vraiment cette façon de travailler qui a séduit les gens et qui a montré que malgré notre côté un peu start-up, on était sérieux et qu'on avait une méthodologie de travail. D'accord. Qu'on comprenne bien, l'activité, si les personnes âgées ou les familles, enfin bref, ils vont sur le site internet, prennent des renseignements et peuvent aller directement contacter l'établissement. Après, il y en a Ouais. certains qui vont te demander des conseils, peut-être expliquer les différents niveaux. Ouais, le principe du site, ouais, c'est important de lire. Effectivement, tu as raison, Frédéric. C'est surtout, notre site, il est totalement gratuit et il n'y a aucun hameçonnage commercial. C'est-à-dire que tu peux y rester 1 heure ou deux. On ne va jamais te dire vos noms, prénoms. Le but, c'est que les gens y aillent tout seuls, qui, par leur propre chef et par leur propre conscience et sens de critique, voient effectivement ce qui existe. Et si ils se sentent perdus et si ils se disent, bah, j'ai pas envie de le faire, je sais pas le faire. Et ben pour le coup, après, nous, on les accompagne. Et là, pour le coup, ça devient payant. D'accord. Et là, on prendrait comme prendre un agent immobilier, en fait. C'est qu'on va aller leur chercher, non pas une place, mais le logement qui correspond en fonction de leurs critères. Parce que parfois, la disponibilité n'est pas un critère parce que les gens qui prennent le temps peuvent se dire, bah, on n'est pas prêt. On a une dame, par exemple, qui a mis 1 an avant de se décider. Donc, mais plus tôt ils le font, mieux c'est pour eux. D'accord. La partie, je veux dire, en fait, entre guillemets, encadrement, assistance, en fait, j'imagine, va progresser, l'éloignement, l'éclatement des familles. Oui, Comment ça. ouais, tout à fait. En fait, d'une, il y a effectivement l'éloignement des familles. De deux, le fait que bah, on vit de plus en plus vieux et qu'on vit de plus en plus seul, parce que souvent le conjoint est parti et souvent pour le coup c'est l'homme qui est parti donc la femme reste seule. Et il y a aussi ce côté où bah, la famille a moins d'emprise qu'elle n'avait auparavant et bah, les divorces font que les gens sont seuls. Donc de tout ça, ça fait que les gens bah, ils se sentent isolés. En ce moment, on parle beaucoup de la fracture numérique, mais ce qui est le cas aussi, parce que quand on vit en Bourgogne, on se rend compte que les gens, bah, ils n'ont pas tous Internet, ils n'ont pas tous un ordinateur, et qu'ils ont vraiment nécessité d'être simplement conseillés et qu'on leur explique, encore une fois, de façon claire, nette et précise, ce qui existe autour de chez eux. Chose qu'avant, ils pouvaient discuter le dimanche midi lorsqu'ils déjeunaient tous ensemble. Et ça ne se fait plus. On ne peut plus aller boire un coup parce que maintenant, il y a le Covid, donc on doit rester chez soi en plus. Donc, c'est vraiment toutes ces informations-là dont ils ont besoin d'aller chercher et qu'on les éclaire. Et ils ont besoin d'être réconfortés et sécurisés dans leur choix après. Ouais. D'accord. Une petite parenthèse, depuis la crise du Covid, la recherche de logement a baissé ou augmenté? Ou ça a stagné, c'est pareil? Elle a légèrement baissé, en tout cas de nos stats à nous. On a eu un mois de mars, on s'est rendu compte que ça a baissé. Les gens recherchent, mais ils recherchent je dirais de façon un peu plus superficielle. C'est qu'ils papillonnent, ils regardent à droite à gauche. Mais de là à se dire, bah, tiens, je vais déménager et je vais partir, ils ont quand même encore, d'une, les établissements ne sont pas tous ouverts à 100%. Les visites sont quand même très réglementées. Et de deux, je pense que les gens se posent pas mal de questions, mais ils se posent des questions dans le sens de se dire aussi, on va peut-être pas rester chez soi parce qu'ils se sont rendus compte que lors du confinement, d'être tout seul, c'est peut-être pas la meilleure chose pendant des jours et des jours, et que de vivre en collectivité, ça te permet de garder ce lien social. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, et nous on le voit, qui se posent ces questions-là, mais qui se posent des questions et c'est plutôt bien. C'est-à-dire ils sont en train de réfléchir, pas dans la précipitation, et ils prennent le temps de bien se poser les bonnes questions et de regarder ce qui peut exister chez eux, mais parfois près de chez leurs enfants. D'accord. Parlons de qualité, en fait. Vous avez des indices de qualité ou de satisfaction des commentaires pour les établissements. Comment vous avez fait pour avoir ces feedbacks? Bah, en fait, quand on a construit la grille d'évaluation et quand on a construit effectivement ces critères qui sont beaucoup dans le bien-être et dans le côté hôtelier des choses, on s'est juste rendu compte que ça n'existait pas et que les gens souvent se posaient ces questions-là. Parce que quand tu rentres dans un EHPAD, tu es content de savoir que tu as un 0,15 ETP de psycho et un ETP de médecin. Mais surtout au quotidien, ce que tu veux, c'est d'être bien, de bien y manger, de te sentir bien de ta chambre. Et donc, de ce principe-là, après, bah, ça, c'est mon expérience d'ancien directeur d'EHPAD et de clinique, ce que je voyais au quotidien quand j'allais faire mes petits tours pour savoir si tout se passait bien, et ben, je l'ai continué à le faire. Et on s'est dit, bah, on va le mettre sur papier. Et en échangeant avec d'autres collègues, c'est comme ça qu'on a établi ces grilles-là. Et on se rend compte que les gens sont quand même très sensibles à cela parce que souvent, d'un EHPAD à un autre, tu as quasiment le même ratio de personnel.
Ça ne va pas varier du simple au double. Par contre, tout le côté bien-être, prise en compte de la personne, le sourire de la fille de l'accueil ou de l'aide-soignante qui va t'aider, ça, pour le coup, tu ne sais pas. Et c'est ça qui a un impact très fort chez les personnes âgées, parce que c'est ce qu'elles recherchent finalement. Donc, on touche vraiment le bien-être des gens et en fait, c'est simplement ce qu'ils recherchent. Mais comme quand tu es chez toi, c'est d'avoir des rapports humains simples et qui te font plaisir. Et eux, c'est ce qu'ils recherchent. C'est comme ça qu'on a construit. C'est comme ça qu'on allait évaluer les établissements, parce que là, c'est un peu compliqué avec la crise, mais on va bientôt y retourner. Et c'est simplement ça dont les gens ont besoin. Non, moi j'ai des questions là. Alors, j'ai bien compris, il y a une partie des commentaires, enfin, des mesures qui sont faites par l'équipe de Papy Happy. Oui. Une autre partie, j'imagine, sont faites par d'autres personnes. Mais si on revient en fait, qu'est-ce qui fait que, alors, moi, si par exemple, est-ce que vous appelez l'établissement avant de venir et que vous Non, dites que jamais. vous êtes Papy Happy, sinon en fait ça fait comme le guide Michelin, si coucou, je mets ma carte de guide Michelin, ça ne marcherait pas. En fait, est-ce que c'est une visite anonyme ou comment ça se passe? Ouais, non, si on appelle et si on dit que c'est Papy Happy, je pense que la visite sera un petit peu floutée. Ouais. Donc, non, en fait, on ment, c'est pas très bien, mais on ment et on se fait passer pour une famille et on vient visiter pour la famille, pour un proche, pour un voisin et on fait une visite comme tu pourrais faire pour un de tes proches. Sauf que, voilà, l'avantage que l'on a, c'est que les gens qui font ces visites-là chez nous, ce sont souvent des gens qui sont issus du médico-social. Ouais, vous avez Donc, des l'œil. gens, Vous avez oui, l'œil. bah ouais, ça aide. C'est ça. Vous avez... Ouais, c'est pas du client mystère qui va faire le supermarché ou un garage. Ce sont des gens qui effectivement ont déjà travaillé dans ces établissements, dans ce type d'établissement, parce que bien évidemment, quelqu'un qui a travaillé dans un établissement ne peut pas le visiter. Bien sûr, bien sûr. Donc, et voilà comment on fait. Ouais. D'accord. Alors, il y a vous qui mettez des commentaires, qui analysez, etc. Qui sont les autres? C'est les familles? C'est les résidents? Ouais, C'est qui? on a beaucoup de familles, on a quelques résidents, souvent en résidence senior. On a des salariés, contents ou mécontents. Donc, c'est les gens, c'est assez hétérogène dans tout ce principe-là. Mais les familles déposent beaucoup d'avis et moi, j'avais une crainte au début, je pensais qu'on allait avoir que des avis mauvais, parce que je me suis dit, vu l'image des EHPAD, et ben pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants et je pense que la crise qu'on est en train de passer montre aussi aux gens qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de très grande qualité dans ces établissements-là et que l'image qu'on a pu donner des établissements lors de certains reportages TV n'était pas vraie. C'est sûr, il y en a qui sont mauvais, ça je veux dire, c'est comme partout. Mais en règle générale, les gens quand même il y a une qualité de prise en charge qui est bonne. Et les gens le mettent sur le site, donc c'est plutôt chouette, des remerciements, de dire qu'ils sont contents. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? En fait, si moi j'ai ma maman dans un EHPAD et que je mets un mauvais commentaire sur l'établissement, alors que ma maman est encore dans l'EHPAD, j'aurais peur que ma maman soit moins bien traitée. Je n'ai pas dit maltraitée, j'ai dit moins bien traitée. Donc, Oui, en fait, j'aurais imaginé que les commentaires des familles soient légèrement rehaussés par rapport à ce qu'ils pensent bah, vraiment. en fait, les gens, quand ils déposent un avis chez nous, ils doivent s'inscrire ou pas. Donc, quand ils ne s'inscrivent pas, ils déposent un mail et ils mettent un pseudo. Et quand l'avis s'affiche sur le site, c'est le pseudo de la personne. Si tu ne cites pas le nom de tes parents sur l'avis, le directeur ne le verra pas. Et je pense que l'idée de se dire que c'est comme un peu à l'école, hein, si tu as des enfants à l'école et que tu vas voir le maître ou la maîtresse pour critiquer son travail, elle va pas systématiquement après mettre ton enfant en tant que tête de turc dans la classe. Et c'est pareil pour les établissements. Je pense qu'il y a beaucoup d'établissements associatifs et privés qui prennent ces critiques-là et qui vont s'en servir pour avancer sur effectivement une démarche qualité ou parfois pour sanctionner certains salariés parce qu'ils font mal leur job. La fille de l'accueil, tu n'es pas forcément là tout le temps, donc tu ne sais pas comment elle s'occupe des gens. Et si les gens te déposent un avis en disant que le week-end, ça ne se passe pas bien parce qu'elle n'est pas là ou parce qu'elle n'est pas agréable, je pense que c'est aussi un élément d'augmenter la qualité de prise en charge des établissements et surtout un élément de transparence. Et Dieu sait qu'il y en a besoin dans cette activité-là, de montrer ce que l'on fait en toute clarté et de ne pas cacher des choses en fait. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de Veritas. Veritas intervient comment chez Happy Puppy? Alors, Bureau Veritas intervient, on a créé un référentiel avec eux de 40 critères d'évaluation qui vont de la modération des avis, des visites en client mystère et de l'accompagnement.
Et tout ça, c'est pour montrer différents points qui sont très simples. C'est d'une, la transparence, c'est-à-dire que de montrer ce que l'on fait, de montrer que la personne âgée, quand on fait des recherches par exemple, est vraiment au point, au milieu de notre réflexion, et que par exemple pour la modération des avis ou pour le classement, on ne va pas augmenter le classement d'un établissement parce qu'il fait partie d'un groupe contre un autre ou un public. L'idée, c'est vraiment de jouer sur la transparence et la simplicité et le côté professionnel de notre activité. Ce qui, en fait, ça nous donne un cadre, comme peuvent l'avoir des grosses boîtes. Et nous, ça nous permet, et ça est en fait, tu sais que tu ne dois pas dépasser ça, en fait. Et c'est plutôt bien pour les équipes parce que les gens font attention et on va dans le même sens d'améliorer la qualité du process. Ouais. D'accord, d'accord. Maintenant, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on parle un petit peu de ton expérience de délégation de service public, qu'on se mette à la place, enfin que moi je me mette à la place de quelqu'un qui est en charge de ce sujet-là dans une ville comme Grenoble, par exemple. Et qu'est-ce que tu m'apportes et quel est l'intérêt pour moi de travailler avec Poppy Happy? Déjà, qu'est-ce que tu apportes concrètement dans une délégation de service public? On apporte déjà notre outil digital. C'est tout bête, mais déjà, on peut apporter le référencement que l'on a. Et on apporte un truc, et c'est quelque chose que ne peut pas faire quelqu'un qui travaille dans un département ou dans une mairie, normalement, le pouvoir de pouvoir critiquer les établissements et de pouvoir proposer à des personnes un établissement plus par rapport à un autre. On n'a pas de droit de réserve. Et donc, déjà, de ça, les gens, on peut beaucoup mieux les orienter dans leur recherche. Typiquement, tu es à Grenoble, tu vas voir une assistante sociale en disant, voilà, je cherche un établissement, elle va te donner une liste. Alors que nous, on ne va pas du tout travailler comme ça. On a une méthodologie de travail, mais comme ferait une entreprise privée, qui est beaucoup plus précise et on va vraiment chercher ces points-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on apporte aussi un travail et une méthodologie avec notre CRM qui permet effectivement d'avoir un suivi de la personne tout le long de notre prise en charge, de notre suivi, de permettre à la mairie, au CCAS, au pôle senior, au département, de partager des informations en respect au RGPD. Et de tout ça, on essaye aussi de créer une symbiose entre les acteurs locaux. Et c'est beaucoup plus simple quand tu es acteur privé de pouvoir le faire et de tout ça, en fait, d'émaner et de sortir des points forts, des points faibles en fonction du sondage de la population et d'aiguiller et d'apporter du conseil à la collectivité sur ce que nous pensons être bien pour les personnes âgées. D'accord, donc en fait, il y a une partie conseil pour l'amélioration de ce que la collectivité propose, plus le fait que vous chargez de ces habitants qui recherchent un logement pour seniors, pour eux-mêmes. Ouais, De manière plus neutre. Ouais, tout à fait. Et plus neutre et plus détaillé, j'allais dire. Ouais, et on a une possibilité aussi d'aller hors ville, hors département s'il y a besoin, et d'apporter souvent le problème de la ville, du département et des institutions qui sont dedans, c'est qu'il n'y a pas de suivi en fait de la personne. Souvent, tu vas à la mairie, tu vas au CCAS, tu vas au département, mais finalement, tu ne sais pas ce qu'a fait la personne et tu n'as pas de suivi. Nous, on apporte via nos outils un suivi qui permet effectivement, là où tu es, de pouvoir enseigner une documentation qui te permet d'avoir une synthèse à la fin et de savoir effectivement ce qu'a fait la personne. Et c'est beaucoup plus facile de tracer après le parcours de la personne et d'en tirer les conséquences et de là de dire bah voilà, il y a un problème ou il n'y en a pas. Et face à ça, comment on fait? Et c'est tout ce travail-là qu'on leur permet de faire. Et surtout, les gens qui le font sont des gens qui sont du métier. Donc, c'est quand même plus simple quand tu es un ancien directeur d'EHPAD ou de clinique ou une infirmière. Tu connais déjà le secteur, tu connais le milieu. Et l'idée de la maison de retraite médicalisée, souvent les gens en ont très peur. Et de leur expliquer ce qui peut exister à côté, le domicile, tout ce qui peut exister en dehors de cela, bah, ça leur apporte de la confiance et tu sécurises tout le process. Et après, bah, tu passes la chose. Mais on a vraiment ce travail-là en fait, d'être précis, de ne pas dire de bêtises quand on a les gens en face de nous. Et après, de relayer l'information au bon interlocuteur et surtout de la synthétiser et de la donner à tout l'ensemble des acteurs et de réunir tous les acteurs qui sont là. Et c'est d'aider, d'accompagner ce parcours de vie pour qu'il soit le mieux possible pour la personne âgée. D'accord. Alors, la question que je me pose, c'est ton service au niveau local, je trouve qu'il est, alors si je me trompe, il est intéressant si il y a un maillage en fait, s'il y a suffisamment d'établissements sur une zone locale. Par exemple, moi, où j'ai une maison en Savoie, dans mon petit village, il y a un seul EHPAD et puis il doit y avoir 3 ou 4 logements adaptés.
pour une ville de cette taille-là, il n'y a pas besoin de papier à pi, j'imagine. Ou j'ai tort. Parce que moi, j'imagine il y a besoin d'intérêt de papier à pi pour le local s'il y a plusieurs établissements, s'il y a une comparaison entre les établissements, etc. Donc, c'est pas Est-ce qu'il y a des sympa. tailles? Ouais, c'est pas sympa de pas nous accueillir dans ton village en Savoie, mais, si, parce que au contraire, parce que quand tu n'as pas le choix, et ben c'est là où les gens, en fait, ils se posent pas les bonnes questions. Parce qu'ils se disent, j'ai un EHPAD, j'ai 2 appartements aménagés, mais ok, très bien. Donc ça veut dire que finalement, je dois rester chez moi et le jour où je me casse un col du fémur ou une jambe, j'irai là-bas. Alors qu'en fait, il y a par exemple, nous, là où nous sommes, on est dans une petite ville de 10 000 habitants et le choix n'est pas pléthorique dans les logements. Donc en fait, il y a plein de gens qui se posent des questions, se dire, bah, je vais aller ailleurs, je vais partir, je vais aller vivre à D'accord, Paris. d'accord, Et en fait, quand tu échanges avec eux, tu peux leur expliquer, et c'est là où la précision est hyper importante géographique, c'est que des fois, tu peux leur dire, vous êtes là, mais sachez qu'à 10 km de chez vous, il y a quelque chose qui existe. Ou vous d'accord. restez chez vous. Et en fait, c'est donner la bonne information parce que quand autour de toi, tu as 12 résidences services seniors et tu as 15 EHPAD, tu te dis, bah, finalement, j'irai là-bas. Mais quand on n'a pas, eh ben, tu fais comment? Et en fait, c'est là, quand tu ne sais pas faire, où tu as besoin encore plus que quelqu'un d'autre d'avoir la bonne D'accord, information. d'accord, d'accord. Si on fait un petit zoom sur les résidences services seniors, les résidences services seniors sont apparus il y a plusieurs années, bien évidemment. Est-ce que toi, tu vois sur ton site une hausse d'intérêt pour les résidences services seniors? Première question. Et est-ce que cette hausse, elle devance la construction de résidences services seniors ou est-ce que c'est la construction de résidences services seniors qui fait la hausse du centre d'intérêt pour ce secteur? Alors, je pense qu'il y a un réel intérêt, un réel engouement pour la résidence service senior parce que c'est l'image un peu de rêve que cherchaient les seniors qu'il n'y avait pas auparavant avec les EHPAD. L'EHPAD ne fait pas rêver. Le but, c'est pas qu'il fasse rêver, c'est qu'il s'occupe bien des gens. Alors que la résidence service senior est arrivée et a bouché ce manquement en fait que les gens. Nous, on a on a l'exemple. Je radote, mais c'est toujours le même exemple. C'est d'un papy là, qui habite à Auxerre, pas loin de chez nous, et qui vit en résidence service senior où il y a une salle de sport et une piscine. Et il échange avec nous souvent et il nous dit mais c'est trop top. Avant, j'étais dans une maison. Je finis mes jours dans un établissement où, en fait, pour lui, c'est des vacances. Et c'est ce côté-là qui manquait beaucoup dans le logement senior. C'est ce côté un peu tristouné qui existait en se disant tu es en fin de vie, tu vas mourir, donc on va te mettre quelque part et tu vas finir tes fins de jour. Alors que la résidence service senior a redoré, a donné des couleurs au logement en disant aux gens mais vous pouvez encore profiter entre vous et de vous éclater quotidiennement avec plein d'activités. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Et je pense que partout, il y en a beaucoup qui se construisent parce que je pense que les gens sont réellement intéressés. Ça te sécurise ta vie. Tu as des côtés sympas où tu peux rencontrer des gens de ton âge. Tu peux avoir des activités et avec un budget qui est beaucoup moindre qu'un EHPAD, qui est comme conséquence, certes, mais qui te permet effectivement, vu les pensions retraite encore actuelles, de profiter de la vie. Donc, je pense qu'il va y en avoir de plus. Le quid, c'est dans quelques années où effectivement, quand on va arriver à des pensions retraite un peu moins élevées, les gens ne pourront pas se payer ça en fait. Donc là, il va y avoir un gros souci. Mais là, nous on voit bien que les gens, en plus, c'est des gens qui sont autonomes encore, donc qui prennent tout seuls la décision, qui peuvent aller très vite. Et je pense que c'est un produit hyper intéressant pour eux. Ouais. D'accord. Maintenant, si on parle d'une partie sur le conseil. Moi, quand j'ai vu apparaître Papy Happy, ma première réflexion, c'était de dire, pouf, encore un annuaire d'EHPAD et de maison de retraite. Il y en avait déjà, à mon avis, il devait bien avoir au moins 6, 7, peut-être même 10, Vraiment, ouais. plus ou moins gros en France. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, encore un. Et puis après, je t'ai vu croître beaucoup. Puis après, j'ai vu, ils ont fait une levée de fonds importante, à bordel, alors qu'il y en avait plein d'autres qui s'étaient cassés les dents 10 ans avant ou puis qui sont morts. Quoi. Comment est-ce que tu as fait pour arriver à faire ça? Est-ce que tu peux expliquer les étapes importantes, clés, qui te permettent de faire ça? Tu arrives dans un secteur qui, à mon avis, est saturé, où il y a beaucoup qui vivotent. Toi, tu arrives à te déplacer, à entrer là-dedans, te faire connaître et lever autant de fonds que personne n'a n'a levé dans ton secteur. Je pense qu'en toute modestie, parce que je suis super fort, donc voilà, je pense qu'on a réussi modestement parce qu'on a apporté une réponse qui est différente par rapport à ce qui existait sur le marché.
Et on a apporté une réponse. Alors, j'insiste beaucoup sur le côté de transparence et d'honnêteté par rapport aux gens. Alors, je dis pas que les autres sont pas honnêtes, hein, mais je dis que nous, quand on est arrivé, effectivement, on a joué là-dessus. Euh, Peut-être que mon expérience passée en tant que directeur d'EHPAD dans le privé, dans le public et mes autres expériences m'ont donné aussi un plus là-dessus. Et je pense qu'on était au contraire de ce qui existait. C'est-à-dire que tous les sites qui existaient auparavant, qui avaient des consonances retraite, âgé, ainsi de suite, nous est arrivé avec une image effectivement qui était un peu au début, un peu peut-être, on nous a pris pas pour des fous, mais on s'est dit Papy Happy, c'est coloré, c'est smiley, il va vouloir comparer les établissements et déposer des avis. Beaucoup ont, je pense, comme toi, même moi au début, j'y croyais pas non plus forcément tous les jours, de se dire que c'était peut-être osé et que ça n'avait peut-être pas de sens dans ce secteur d'activité-là. Moi, j'en étais convaincu dès le début parce que l'ayant côtoyé et vécu au quotidien avec mes résidents et mes patients, je savais que ça manquait. Après, je pense il y a beaucoup de travail, de la chance parce qu'on a rencontré des bonnes personnes. Par exemple, on a eu la chance de rencontrer au bout d'un mois le réseau Entreprendre et la BPI. Et de là, effectivement, ça nous a permis d'ouvrir des portes et d'accélérer les choses. On a su s'entourer de bonnes personnes compétentes et on a beaucoup axé notre stratégie sur la communication dès le début et on a pris le parti de ne pas avoir de commerciaux et de se dire qu'il fallait se créer une image, se constituer une image et de là ensuite on aurait pu avancer sur des marchés et signer des contrats et ne pas faire ce que… Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est mon âge, du fait que quand tu crées une startup, souvent tu as 25 ans, j'en avais un peu moins de 40, mon passif m'a fait, voilà, et d'avoir un truc qui soit carré. Et je pense que c'est hyper important parce qu'on a eu plein de rendez-vous, j'ai fait plein de rendez-vous clients, et on nous a dit non, peut-être, mais on nous a toujours respecté parce que je trouve qu'on était plutôt honnête dans notre dialogue et sincère dans nos propos. Oui, puis tu Et connaissais, après, puis par ton histoire historique, tu connaissais le sujet et tu parlais un petit peu d'égal à égal plutôt qu'un jeune de 25 ans qui ne connaît pas le sujet. oui, c'est ça. Et autant je suis peut-être pas bon en informatique, autant le secteur des EHPAD, je l'ai connu, j'étais plutôt, je pense, pas trop mauvais quand j'étais directeur. Et ça aide beaucoup, effectivement, quand tu as une bonne image. Et après, la réussite vient de l'équipe, vient et du message que tu veux donner, en fait. Ça, c'est très important. Et de garder ta ligne directrice et ne jamais renier tes valeurs. Et c'est comme ça, je pense qu'on en est là au bout de 4 ans et qu'on a encore plein de choses à faire. Et d'apporter effectivement une réponse différente de ce qu'il existait auparavant et peut-être d'avoir une idée un peu novatrice par rapport aux autres et d'aller chercher ce qui pouvait se faire ailleurs et de pouvoir le mettre dans le secteur du logement senior, chose que c'est comme un secteur qui était comme très, très vieux. Tu avais comme tu le disais, justement, il y avait beaucoup d'acteurs, mais des acteurs qui étaient là depuis longtemps et qui n'avaient peut-être pas où ça se passait bien, donc ils se sont jamais dit qu'ils allaient peut-être réfléchir à faire autrement, à proposer des sites peut-être différents, comparer, ainsi de suite. Et on est arrivé au bon moment, je pense. Et voilà. Et après, effectivement, d'aller et c'est un secteur qui est comme pas très grand dans le logement senior, que ce soit les EHPAD, les RSS ou tout ce qui est gravite, c'est que tôt ou tard tu les rencontres en fait. Et si tu accroches dès le début, et ce qui a été notre cas, avec toutes les personnes qu'on a pu voir au début, bah, ils nous ont laissé grandir. Et quand ils se sont rendus compte qu'on était plutôt pas trop mal, et ben, on a pu renouer contact avec eux. Et c'est ce que l'on fait voilà, depuis 4 ans. Et après, on s'en sort plutôt bien. Mais c'est les éléments qui nous permettent effectivement d'avoir grandi et d'avoir résisté effectivement à un secteur où parce qu'en fait, finalement, il y a peu d'entrants dans ce secteur d'activité-là. Mmh. Papy Happy, je pense que c'est un des derniers qui est rentré L'année dans ce dernière. Ouais. secteur. Il y en a certains qui ont voulu, après nous, se lancer. Ça n'a pas été des réussites parce que je pense qu'ils ont pas pris les gens au sérieux et que voilà, nous, on essaie de se tourner vraiment vers… Et je pense qu'il y a le côté se tourner vers le consommateur. Et nous, notre consommateur, c'est la personne âgée et de la respecter et de prendre en considération elle, tout simplement, en fait.
et d'arrêter de parler de placement, d'arrêter de parler d'orientation et de dire juste que les gens qui ont 80, 90 ans ou moins, eh ben, ils sont comme nous et quand ils ont besoin de quelque chose, c'est comme nous et ils ont besoin qu'on les conseille avec des gens de qualité et voilà. D'accord. Avec le recul, est-ce qu'il y a pour un acteur qui démarre, des entrepreneurs qui démarrent, est-ce que d'après toi, il y a des lieux, des endroits, des moments, des conférences, des événements dans lesquels il faut être? Bah, déjà, il ne faut pas louper les tiennes, déjà tes conférences, c'est comme hyper Oui, important. d'accord. Je dis ça parce qu'on a débuté comme ça en fait. On a débuté à la CCI de Dijon Ah et tu d'accord, étais je me là. souviens. D'accord, Et ouais, ça a été la première fois où Papy Happy est sorti en fait. d'accord. On est sorti et de là, on a rencontré par exemple le pôle de gérontologie, le PGI. Je pense que ce qui est important, c'est de se présenter déjà au niveau local et pas peut-être de brûler les étapes et de commencer petit et de tisser au fur et à mesure son réseau. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a construit la chose et je pense que c'est plutôt bien parce que ça te permet d'une de tester, de deux, tu es connu et dans un réseau qui se veut ville ou département, tu as toujours des gens après qui ont d'autres réseaux, ainsi de suite. Et en fait, progressivement, tu avances. Et je trouve ça bien parce que plus l'entreprise augmente, plus ton réseau augmente. Mais ça te permet d'avoir une taille qui est en adéquation avec tes envies et tes objectifs. Et je pense que ça, c'est bien. Et je pense d'être curieux et vraiment d'être humble dans sa façon de faire et de prendre en considération les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont toujours là pour te faire avancer. C'est pas de la philosophie, mais c'est juste la vie qui est comme ça, je pense. Et on a vraiment besoin de cela. Et je pense que les gens euh, avec qui tu échanges, et je pense qu'il faut toujours avoir cette ouverture d'esprit-là et de remettre en cause toujours ton process et ta société. Et après, le vent te porte où il te portera, mais c'est comme ça que nous, en tout cas, on a fait. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des organismes, des associations auxquelles il faut adhérer qui sont bénéfiques pour le développement de ton activité? Bah, alors, quand on a débuté, je parle du PGI, mais moi, ça m'apporte. Alors, je connaissais déjà le PGI auparavant, par exemple, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir toujours un côté un peu scientifique et étude qui te permet effectivement de pouvoir étayer tes propos, de bien comprendre là où tu vas. La Silver Valley nous a beaucoup aidé parce que quand on a débuté, on a adhéré à la Silver Valley. Ça nous a permis effectivement de pouvoir avoir des analyses avec Business France. La CCI aussi nous a accompagnés sur des études de marché. Donc, tous ces organismes nous ont apporté effectivement matière à la réflexion. Et ensuite, dans notre secteur d'activité, ce qui nous a beaucoup aidé, la BPI en général pour toutes les boîtes, mais nous, elle nous a beaucoup apporté. Ça nous a apporté des fonds, une analyse qui était plutôt intéressante. Et après, je citais le réseau Entreprendre, mais qui est quelque chose de généraliste, mais qui est très bien. Je trouve que c'est super chouette. Ça te permet de te poser les bonnes questions et d'être entouré de personnes qui ont réussi et qui te donnent toujours des bonnes idées. Et après, c'est d'échanger avec les acteurs du secteur. Moi, quand j'ai été rencontrer des directeurs de grands groupes qui ont eu la gentillesse de m'accueillir, des assurances, plein de gens en fait. Et quand tu échanges avec eux, tu apprends beaucoup. En plus, tu te fais connaître. Voilà comment je pense on peut procéder quand on débute dans notre secteur d'activité. Mais c'est déjà, je pense, de bien maîtriser, je pense, et de bien connaître l'activité en soi et de pas partir tête foncée parce que tu te brûles vite les ailes. Pour finir, tu apparais souvent en relation de presse, en fait dans la presse, via les relations de presse. Alors, comment je le sais? Parce que nous on reçoit les communiqués de presse de ton agence de relations de presse. Pourquoi travailler comme ça et qu'est-ce que ça apporte? Ouais, c'est très simple. Je trouve que la presse te permet de gagner de la notoriété et de la crédibilité face à une population qui en a besoin. Si on veut toucher des personnes âgées, je pense qu'elles sont encore très. La télévision est très imprégnée, la radio est très imprégnée pour ces personnes-là. Et de pouvoir passer comme ça en tant que. Quand on donne la chance de pouvoir passer à la radio, à la télévision, dans la presse, et d'expliquer, de montrer un peu ce que tu connais, ce que tu sais et ton positionnement, je pense que c'est peut-être beaucoup plus long que la publicité en direct, mais ça te construit une image solide
Et en plus, ça fait un tri souvent parce que les journalistes n'interviewent pas non plus tout le monde. Et ça te permet je trouve, de toucher les gens de façon beaucoup plus, en tout cas, c'est mon opinion, beaucoup plus professionnelle que la publicité. Parce que la publicité, finalement, tu payes, tu y es. Donc, il y a moins d'écrémage là-dessus. Et donc, nous, en tout cas, chez Happy Happy, on a pris le parti de faire très peu de publicité, mais au contraire de pouvoir expliquer notre positionnement, notre vision de voir du grand âge des seniors, que ce soit via le digital, via la recherche de logement, ainsi de suite, et donner notre opinion. Et donc, nous, on a pris ce parti-là, qui est plutôt, je trouve, payant, mais par contre, qui met du temps parce que les gens, voilà, il faut la répétition et la répétition. Mais au bout d'un moment, je pense que quand les gens ont bien assimilé la chose, c'est là où tu deviens un acteur incontournable de ton secteur d'activité. Et ça te permet effectivement d'être peut-être plus respecté par rapport aussi aux autres et que tes clients puissent venir plus facilement vers toi parce qu'ils t'auront identifié comme un expert de ce secteur d'activité. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, je connais la réponse, mais quand même pour ceux qui nous écoutent, tu interviens sur quel sujet? Parce que toi, tu as quand même un sujet qui est très, très, très précis avec ton activité. Est-ce que tu interviens sur des sujets un peu plus larges que ton secteur d'activité? Comment est-ce que tu fais pour choisir les sujets sur lesquels tu interviens ou tu proposes d'intervenir? En fait, c'est plus les journalistes qui te choisissent que toi, tu choisisses les sujets. On intervient tout ce qui est effectivement grand âge et logement. Donc ça, c'est voilà. Il y a peu de temps, alors, on nous a beaucoup. J'ai eu pas mal d'interviews sur, par exemple, la crise du Covid et mon passé d'ancien directeur d'EHPAD. Là, sur le digital, on se positionne en disant qu'effectivement, là, c'est un exemple type. On se positionne en disant comme quoi, effectivement, il y a vraiment une fracture du digital et que nos aînés, surtout ceux qui vivent à la campagne, galèrent parce que ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas d'ordinateur, pardon. Et on essaie de mettre en avant. Et voilà. Donc, mais après, encore une fois, c'est pas toi qui. Il y a des agences de presse qui travaillent et qui proposent aux journalistes. Après, c'est eux qui choisissent. Mais on essaie de se positionner sur des sujets que je connais. Et je n'irai jamais vers un sujet par exemple, on me proposera un sujet sur la broderie, je n'irai pas. Mais de trouver vraiment un thème sur lequel on est capable de parler. On a de l'expérience et on a de quoi apporter du contenu, tout simplement. Ouais. D'accord. Un mot de conclusion. Écoute, merci de on aura, j'espère, l'occasion de rééchanger parce qu'on a pas mal de projets qui devraient aboutir d'ici la fin de l'année sur des évolutions de Papy Happy et sur des voyages à l'étranger où j'espère qu'ils vont être intéressants pour notre avenir. Pour les voyages, je suis preneur. Voilà. Merci. Très bien. Merci Joaquin Tavares, fondateur et dirigeant de la PEPI. Merci beaucoup. Merci Frédéric.